la discussion va être enregistrée, voilà, histoire que tout le monde soit prévenu. Je voudrais juste, avant de commencer dans le vif du sujet, juste faire un petit rappel afin que la discussion se passe le mieux possible sur l'utilisation de l'outil de Microsoft Teams. Apparemment, il y a un outil qui ne marche pas, qui est la bulle de conversation dans laquelle, normalement, vous pouvez écrire pour poser vos questions. Donc, comme ça ne marche pas, le plus simple, c'est que dans l'onglet en haut, vous devez avoir donc plusieurs petites icônes avec un micro, une caméra et un petit bonhomme qui lève la main. Donc, pour tout le long de la discussion, il est préférable que chacun coupe ses micros. Donc, tout le monde devrait cliquer sur son micro avec un micro barré afin qu'on évite d'avoir des échos. Et lorsque vous voulez parler ou poser une question, vous devez cliquer sur le petit bonhomme qui lève la main. Sur notre écran, nous, on aura une main qui va s'afficher qui nous informera que vous voulez poser une question. Et ensuite, vous devez recliquer sur votre micro afin… Voilà, donc Julia, par exemple, vient de le faire. Je vois qu'elle veut donc me poser une question. Et ensuite, si elle veut prendre la parole, il faudra donc recliquer sur le micro pour activer votre micro. Et une fois que vous aurez fini de poser votre question, recliquer sur le micro pour le désactiver. Voilà, donc j'espère que c'était clair et que tout le monde m'a entendu. N'hésitez pas, voilà, s'il y a des problèmes de connexion ou si vous ne m'entendez pas ou si vous ne voyez pas quelque chose, voilà, vous manifestez afin qu'on ne vous laisse pas dans le flou ou qu'on ne discute pas toute seule. Et je vous demanderai également de couper vos caméras, donc de la même manière que pour le micro, de cliquer sur vos caméras pour avoir une caméra barrée afin de laisser au maximum la bande passante pour qu'on puisse bien tout le monde s'entendre. Voilà. Il y a Sosea Robert. Voilà, cliquez sur la caméra en haut, si vous pouvez, pour le petit onglet. Il doit y avoir… Voilà, bon, je vous laisserai… Mais bon, ça ne devrait pas gêner trop de monde. Voilà, donc maintenant que tout le monde est au point sur Teams, on va pouvoir rentrer dans la discussion. L'idée aujourd'hui de cette discussion, c'est vraiment de faire une discussion interactive. Donc, c'est pas de vous présenter quelque chose, de vous bourrer le crâne avec des informations. C'est vraiment qu'on puisse discuter, échanger sur un sujet, sur une thématique de recherche émergente sur laquelle nous travaillons donc actuellement, donc Julia Echen et moi-même. Donc au sein de l'Université Clermont-Auvergne et principalement au sein de deux laboratoires, donc le laboratoire Magma et Volcan et un laboratoire de génétique, le GRED, donc pour un laboratoire de génétique de recherche et de développement. Et donc la thématique, donc comme vous l'aurez compris, on s'intéresse sur donc vivre à proximité d'un volcan actif, quel risque pour la santé et comment les évaluer. Donc on s'intéresse vraiment à l'impact des particules volcaniques. Est-ce que vivre dans un environnement volcanique peut avoir un effet sur notre santé? Et si oui, comment caractériser ces effets? Et donc aujourd'hui, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment donc de discuter et d'échanger sur cette thématique. Donc on pourra, si vous le souhaitez, revenir sur les questions du quiz pour ceux qui ont fait le quiz. Si vous avez des questions, des points que vous n'avez pas compris, voilà, donc on est là pour répondre à vos questions et vous donner un peu plus d'informations si vous le souhaitez. Et puis, on peut donc, je ne sais pas, est-ce que déjà vous avez des personnes qui décident de revenir sur le quiz ou est-ce que par la suite, je ne sais pas. Ok, donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de… Enfin, en tout cas, je ne vois pas de main levée. Donc, le plus simple, c'est peut-être qu'on commence par vous présenter rapidement ce qu'on fait actuellement avec Julia. Peut-être que Julia, tu veux également d'abord commencer par te présenter. Oui, pas de souci. Donc oui, je pense qu'on peut donner une petite introduction sur ce qu'on fait et puis ensuite répondre à vos questions. Donc moi, je suis Julia Echen, je suis volcanologue de formation. Plus particulièrement, j'étudie les particules fines qui sont émises par les éruptions volcaniques, et en particulier les éruptions explosives. Et maintenant, je m'intéresse donc à leur impact sur la santé avec une approche de biologie où j'étudie leur effet sur des cellules. Donc, c'est du travail, voilà, j'en parlerai un peu après, du travail de culture cellulaire, on appelle ça.
Donc, à l'échelle cellulaire, on regarde quels sont les effets d'un contact des cellules, donc ici des cellules du système pulmonaire, avec des particules fines d'origine volcanique. Tu veux une présentation, puis après on répond aux questions? Pardon, oui, ça a coupé. Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu ou si c'est ma connexion. Voilà, donc pour ma part, moi, je suis géologue de formation. Donc, j'ai fait une licence master en géologie, donc en sciences de la Terre. Je m'intéressais vraiment aux sédiments, si ça vous parle. Et ensuite, j'ai décidé de faire ma thèse. Donc, j'ai changé où j'ai plus basculé, on va dire, dans le domaine médical, la biologie. Et là, je regardais les variations des éléments chimiques au sein de l'organisme pour comprendre comment ces dérèglements pouvaient avoir un impact sur notre santé. Et aujourd'hui, je suis employée donc, au sein de l'UCR en tant que post-doctorante, donc qui est l'équivalent d'un CDD, donc un contractuel pour 2 ans. Et je m'intéresse donc également à la toxicité des particules volcaniques sur la santé. Et donc, pour aller un peu plus loin, donc, je travaille sur une approche complémentaire de celle de Julia, qui vous l'a dit, donc, s'intéresse à une approche cellulaire, puisque pour identifier les paramètres et comprendre comment les particules volcaniques peuvent impacter notre santé, on peut utiliser 2 approches. Donc, à savoir une approche in vitro sur modèle cellulaire, donc, qui est donc abordée par Julia, et également une approche in vivo, donc, qui va se faire sur modèle animal, donc sur les souris principalement. Et donc, c'est l'approche sur laquelle moi, je travaille, donc en complément des travaux de Julia. Alors, peut-être, Julia, je peux te laisser la parole où je peux, comme tu veux. Je peux présenter ces deux-là, et puis... donc pourquoi on s'intéresse à l'impact, aux effets sur la santé de vivre dans un environnement volcanique? C'est qu'en fait, les volcans sont une source assez spectaculaire de particules fines. On connaît ça un peu, on l'avait, enfin, il y a eu des éruptions dans le passé proche, dans les 10 dernières années, qui ont montré que, donc, que les volcans avaient la capacité d'injecter ces particules dans l'atmosphère de la Terre. Ça a un impact sur le trafic aérien. Attends, slide d'avant. Ouais, Ça a un impact donc, qui a été démontré récemment sur le trafic aérien. Et quelque chose auquel parfois on pense moins, c'est le fait que ces particules, une fois qu'elles sont dans l'air, elles voyagent, elles sont poussées par les vents, puis elles retombent au sol. Et donc, les gens qui vivent dans ces zones où il y a des particules volcaniques qui retombent vont les respirer. Et ils vont aussi être exposés d'une manière différente parce que, comme elles reposent, elles constituent vraiment les sols sur lesquels les gens vivent. Ils peuvent y être exposés aussi parce qu'ils manipulent, par exemple, là, on voit un agriculteur, donc il manipule de la nourriture qui a été contaminée par ces particules. Et en plus, comme ça forme des sols qui sont très poussiéreux, qui sont très légers, à chaque fois qu'il y a du vent ou suivant le type d'activité humaine, par exemple des travaux de carrière ou n'importe quel travaux de construction, va faire que ces particules sont remises en suspension. Donc, en environnement volcanique, il y a vraiment une exposition assez importante aux particules fines qui ont été générées par les volcans. Donc ça, c'est la slide suivante. En fait, on appelle ça des cendres volcaniques, donc ces particules fines. Et ce que c'est, en fait, c'est le magma qui produit l'éruption. Au moment des éruptions explosives, ce magma, il fragmente et il crée des gouttelettes qui refroidissent très rapidement dans l'air et qui donnent donc des objets comme on voit sur ces images. Donc là, c'est des images au microscope électronique à balayage. Donc c'est un énorme grossissement. Vous voyez que... Pardon, ça passe tout seul. Ouais, je suis désolée. Vous voyez sur la slide précédente, la particule qu'on voit toute seule sur la droite, elle fait à peu près 4 microns de diamètre. Donc, ça veut dire, donc 4 microns, c'est 1 millimètre qu'on a divisé 1000 fois. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très petit.
On le voit à peine à l'œil nu. Et on appelle ça des cendres volcaniques, mais ça n'a rien à voir avec des cendres qui résultent de la combustion du bois, parce qu'en fait, ce sont des fragments de roche. Ce sont des tout petits fragments de roche, puisque le magma, une fois qu'il a solidifié, en fait, il forme une roche. Et donc, ça se rapproche d'autres. Donc, il y a des choses qui sont connues, d'autres types de poussières minérales, comme l'amiante. L'amiante, je pense que beaucoup de gens connaissent. L'amiante, à la base, c'est donc un bout de roche très fin, broyé finement, qui a été utilisé dans l'isolation. Et il a été démontré que l'amiante, en fait, provoquait des maladies pulmonaires très graves quand on les respirait. Et il y a un autre type de poussière minérale qu'on appelle la silice cristalline, qui aussi cause des maladies assez graves. Donc, les particules fines d'origine volcanique, les cendres volcaniques, en revanche, on sait moins bien leur toxicité parce que l'exposition à ces particules, elle est plus rare à l'échelle de la planète. Enfin, c'est dans des zones particulières du monde. Et c'est pour ça qu'avec Lucie et d'autres personnes dans le monde, on s'intéresse à ces questions. Voilà. Donc, je laisse maintenant la parole à Lucie, qui va vous parler de ses travaux. Voilà, alors j'espère juste que ça ne va pas passer, parce qu'apparemment j'ai un truc de slide qui passe tout seul. Voilà, alors moi du coup juste rapidement, donc comme vous l'a dit Julia, donc ces particules sont potentiellement toxiques pour l'organisme. Et pour vraiment comprendre comment ces particules vont induire une toxicité biologique à l'échelle de l'organisme et quels sont les paramètres internes de ces particules qui vont induire une toxicité, moi j'ai décidé d'adopter une approche in vivo avec mon équipe. Donc concrètement, comment ça marche? Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ma souris. Julia pourra peut-être me dire, est-ce que la souris? Non. Oui, je la vois bien. La souris qui bouge, pardon, la souris de l'ordinateur. Oui, j'ai compris, on la voit. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc on vient collecter des échantillons de cendres volcaniques, donc de différents volcans, puisque ce qu'on ne vous a pas dit, mais c'est que chaque volcan va émettre des cendres volcaniques qui vont être différentes en fonction du volcan. Et donc ces cendres volcaniques qu'on va donc collecter à différents endroits, je vais venir les déposer, que je vais venir les mélanger à de la litière, que je vais venir déposer au fond d'une cage sur lequel je vais déposer des souris de différents âges. Et ensuite, je vais laisser ces souris grandir sur ce sol volcanique recréé, entre guillemets, sur une période de temps plus ou moins longue, d'au minimum 1 mois, afin de reproduire une exposition chronique à long terme. Et ensuite, donc il va y avoir oui ou non des naissances. J'ai exposé à des âges différents, donc soit néonatal, soit sur des adultes plus ou moins jeunes. Et donc, dans un premier temps, je vais regarder les effets qui vont se produire sur au stade néonatal. Est-ce qu'on a des morts prématurées, des troubles du comportement, taille, poids, pour voir si on a des retards de croissance. Également des problèmes d'infertilité au niveau de la reproduction, si on a des problèmes de reproduction. Et je m'intéresse également, donc pour regarder ce qui se passe à l'échelle interne de l'organisme, je vais venir collecter des échantillons biologiques, donc des fluides comme par exemple du sang, de l'urine, et je vais venir mesurer un certain nombre de paramètres. Donc, comme par exemple des analyses chimiques, donc, qui vont être mesurer le taux d'éléments chimiques présents au sein de l'organisme pour voir si le taux de ces éléments chimiques, si ces éléments chimiques sont déréglés au sein de l'organisme suite à une exposition aux particules volcaniques. Et en parallèle, je vais venir mesurer des paramètres biologiques et métaboliques pour voir si ces dérèglements chimiques sont corrélés avec des dérèglements biologiques qui sont associés, qui seraient à l'origine de l'émergence de certaines maladies ou de dérèglements pathologiques. Pardon, j'ai perdu ma souris. Alors, juste un point sur pourquoi décider de cibler les métaux. Comme vous l'avez vu, en tout cas pour ceux qui ont fait le quiz, les métaux dans un environnement volcanique, dans les sols volcaniques, sont extrêmement enrichis. On voit par exemple donc, tous les éléments qui sont enrichis par rapport à une valeur moyenne de sol sur lequel nous vivons. On va retrouver un enrichissement par exemple en cuivre, en vanadium, en cadmium qui va monter jusqu'à un taux d'enrichissement jusqu'à 7 fois supérieur. Donc tout ça pour montrer que les sols volcaniques peuvent avoir des taux, des concentrations en métaux qui sont extrêmement importantes dans les sols. Et donc ces sols-là volcaniques vont constituer un réservoir important pour l'organisme puisque, comme vous l'a dit Julia précédemment, ces sols-là, ces particules peuvent être facilement remobilisées
et ingérés, voire inhalés par l'organisme. Et donc, ces métaux, une fois qu'ils pénètrent dans l'organisme, ils ont des fonctions, ils sont vitaux à notre organisme, mais lorsqu'on en a trop, eh ben, ça va entraîner un dérèglement qui peut être nocif et à l'origine de maladies. On a, par exemple, si je vous donne un exemple, ça c'est une image qui montre pour le cuivre. Le cuivre, on en a besoin, donc c'est un métaux qui est bénéfique pour l'organisme. On doit en ingérer à peu près 2 mg par jour, mais lorsqu'il est présent en excès, il a été montré, par exemple, que ça pouvait induire une neurotoxicité à l'origine, par exemple, de maladies neurodégénératives. Et donc, les questions qu'on se pose actuellement, c'est est-ce que tous les sols volcaniques présentent le même danger de par leur composition chimique et par quel mécanisme et sur quelle fonction biologique, une fois que les particules de sols volcaniques auront été ingérées, comment elles vont libérer les métaux, comment ces métaux vont être ingérés par l'organisme et comment ils vont induire une potentielle toxicité. Et donc, pour répondre à cette question, pour y répondre de façon assez simple, comment ça marche? Donc, comme je vous l'ai dit, je vais collecter un certain nombre d'échantillons biologiques. Donc, si on prend par exemple l'exemple du sang, je vais venir digérer, donc attaquer cet échantillon biologique pour venir en libérer les métaux présents dans cet échantillon. Donc, ça se passe avec une attaque de par l'acide. Donc, ça, c'est un travail que je fais dans un laboratoire d'analyse. Je vais obtenir une solution et à partir de cette solution, donc sanguine, je vais mesurer dans un premier temps les concentrations, donc le taux des éléments chimiques présents dans cet échantillon biologique pour voir si l'exposition au sol volcanique a modifié ou pas le taux de ces éléments chimiques au sein de l'organisme. Et ensuite, je mesure également, donc je vais, de par une technique de séparation d'éléments chimiques, je vais venir séparer les différents éléments chimiques pour venir mesurer un autre paramètre qu'on appelle les compositions isotopiques. Alors, sans rentrer dans les détails, et pour ceux qui ont fait le quiz, pourquoi mesurer ce paramètre-là? Parce que c'est un outil émergent, un outil diagnostique émergent, sans rentrer trop dans les détails, qui a été récemment montré comme un outil extrêmement prometteur pour venir diagnostiquer des maladies comme par exemple les cancers, puisque ce qui est montré sur cette figure-là de façon schématique, c'est que lorsqu'une personne va développer un cancer, donc ici c'est l'exemple d'un cancer du sein, en mesurant les compositions isotopiques du sang, on va voir que les personnes malades auront des compositions isotopiques plus faibles que les personnes non malades. Et donc, on pourra utiliser cet outil de diagnostic, cet nouvel outil pour diagnostiquer l'émergence de certaines maladies. Voilà, donc ça, c'était sur l'approche in vivo, donc à l'échelle de l'animal. Et donc, en parallèle, Julia fait une approche donc, au niveau cellulaire. Et donc, je vais peut-être lui laisser la parole sur... Ouais. Oui, alors avec l'approche in vitro, en fait, on regarde vraiment des mécanismes à l'échelle de la cellule. Donc, on est plus dans des approches qu'on appelle mécanistiques pour essayer d'identifier les mécanismes biologiques qui sont déclenchés par une exposition à ces particules fines. Et donc, à quel type de dérèglement on peut ensuite s'attendre dans l'organisme. Donc moi, je m'intéresse plus spécifiquement à une exposition via le système respiratoire. Donc c'est si on va inhaler ces particules et qu'elles se déposent dans nos poumons, donc donc dans les bronches jusqu'aux alvéoles. Donc on utilise ce qu'on appelle des lignées de cellules. Donc c'est des cellules qu'on peut cultiver en laboratoire. Et par différentes méthodes, on peut donc les mettre en contact avec des particules de cendres volcaniques et mesurer ensuite ce on appelle ça des réponses cellulaires. En fait, ce sont des signaux qui sont émis par les cellules quand elles sont agressées d'une certaine manière. Et pour pouvoir faire ce travail, j'ai aussi un volet de mes recherches où je travaille à échantillonner ces particules qui sont émises par les volcans pour utiliser en laboratoire des échantillons qui sont les plus représentatifs de ce qui est vraiment mis en suspension, ce qui est vraiment en suspension dans l'air à proximité d'un volcan et donc ce que les gens vont vraiment respirer. Et ensuite, puisqu'on s'intéresse à un aspect vraiment mécanistique,
J'étudie aussi les caractéristiques, les propriétés des particules, hein, propriétés physico-chimiques, donc chimiques, c'est-à-dire leur composition, quels sont les éléments, quels sont les atomes qui constituent la particule. Physique, c'est des choses comme par exemple leur taille, leur forme. Donc tout un tas de paramètres qui vont contrôler ou réguler la façon dont ces particules vont interagir avec les molécules qui constituent le corps humain et en particulier les cellules. Et avec, donc, grâce à ces travaux, on peut comprendre voilà, de quelle manière les particules et les cellules interagissent, quels sont les dérèglements qui sont déclenchés par l'exposition aux particules, et avec une visée, bien sûr, de mettre en évidence, de découvrir soit des marqueurs qu'on puisse identifier, qu'on puisse mesurer chez des patients qui ont été exposés, et aussi peut-être identifier des maladies qui pourraient émerger dans des environnements où les personnes sont exposées aux particules volcaniques, et pour pouvoir du moins mieux prévenir l'émergence de ces maladies. Voilà, j'ai terminé. Du coup, je pense que maintenant, il faut que vous nous posiez des questions. Donc, on est prête à vous répondre. Alors, il y a une première personne. Allez-y. CAD user, je suis désolée, c'est pas très personnalisé comme nom, donc allez-y. C'est du connecteur. Je voulais savoir, parce qu'on parle, il y a eu plein d'éruptions. Alors, j'ai pas fait le quiz, c'était peut-être dans le quiz, mais enfin, en termes de quantité, ça représente, ça représente quoi? Parce que c'est très localisé, mais après ça se disperse. Mais du coup, par rapport à d'autres types de particules fines, on est sur des échelles importantes. Enfin, Alors, du coup, je vais peut-être y répondre, Lucie. Ouais. Alors, c'est clairement, ça dépend évidemment des zones géographiques. Donc, dans le quiz, il y avait cette question, en fait. On demandait, à votre avis, combien de particules fines inhalons-nous chaque jour? Parce que comme vous l'avez dit, en fait, il y a plein de particules fines en suspension dans l'air. Beaucoup de ces particules sont d'origine anthropique. Donc, ça veut dire généré par la pollution industrielle, par le trafic routier, par l'agriculture. Il y a aussi beaucoup de particules fines qui sont d'origine naturelle, que ce soit des émissions qui sont dues, par exemple, à l'érosion des sols par le vent, en particulier les sols désertiques. Il y a eu récemment, je pense, si vous êtes à Clermont-Ferrand, plusieurs événements de pollution de l'air par des poussières du Sahara. Donc là, ça veut dire que c'est du sable qui a été soulevé dans le Sahara et qui a voyagé jusque chez nous, qui peut en fait atteindre, normalement, il traverse l'océan Atlantique et il arrive jusque sur le continent américain. Donc, les vents ont la capacité de transporter très loin ces particules fines. Donc, les volcans, eux, ils émettent des quantités très, très élevées de particules fines quand il y a des éruptions explosives, comme par exemple l'éruption de Eyjafjallajökull en Islande en 2010. Et là, ce que je montre sur cette diapositive, c'est là, on est en Islande, donc on est vraiment dans un environnement volcanique. C'est des gens qui vivent vraiment à proximité des volcans, à quelques centaines de kilomètres des volcans, ou dizaines, hein, suivant où ils sont. Et ce qu'on voit en Islande, c'est que très régulièrement, il y a des pics de pollution de l'air qui sont vraiment générés par les particules d'origine volcanique. Vous voyez sur le graphe, la ligne rouge représente le seuil de maximum de particules fines dans l'air préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, qui a un seuil basé sur des données médicales. Et on voit que régulièrement, il y a des pics de pollution. En bleu, c'est des pics de pollution générés par la resuspension des sols volcaniques. Donc, c'est que par exemple, il y a eu des grandes tempêtes ou des vents forts. En rouge, par des éruptions qui ont eu lieu en Islande. Et vous voyez aussi qu'il y a des points gris qui ne sont pas marqués ni en bleu ni en rouge et qui dépassent le seuil préconisé par l'OMS, qui sont donc des pollutions liées à d'autres particules fines dans l'air, qu'elles soient d'origine anthropique ou naturelle. Donc, pour répondre à votre question, dans les environnements volcaniques, ça peut facilement être la source majoritaire de particules fines. Dans des régions non volcaniques, il peut y avoir des périodes
où l'air est pollué par des particules d'origine volcanique parce que les vents vont dans une certaine direction ou parce qu'ils sont particulièrement forts, mais ce sera minoritaire par rapport à d'autres sources comme la pollution anthropique ou d'autres sources de pollution de particules fines d'origine naturelle. Ok, merci. Alors, il y a une deuxième question de Estelle Tournier. Oui, moi j'avais une question sur la suite de ce que vous venez d'expliquer. Je comprends qu'au-delà des éruptions, la simple présence de ces cendres sur le sol, elle effectivement entraîne une source de pollution finalement sur du long terme, puisque la remise en suspension, par exemple par le vent des cendres qui se sont déposées sur le sol, ça peut avoir lieu finalement bien longtemps après. Ça veut dire aussi que sur des volcans qui sont éteints depuis longtemps, on en connaît quelques-uns, est-ce que c'est un phénomène qu'on continue d'observer longtemps après ou pas? Est-ce que c'est par exemple un phénomène qu'on peut observer encore en Auvergne où ça fait bien longtemps qu'il y a des strates d'autres sédiments qui ont recouvert tout ça et que du coup ça ne risque plus rien? Oui, en fait, alors il peut y avoir le fait en Auvergne, les sols sont des sols volcaniques, mais la différence c'est qu'ils sont végétalisés. Donc, à partir du moment où il y a vraiment une végétalisation forte du sol et qu'il y a vraiment un horizon de sol qui se forme d'un point de vue géologique, en fait, un sol, c'est vraiment une couche qui, parce qu'elle est en contact avec l'atmosphère, avec la pluie, etc., va se transformer, elle va subir des transformations et du coup, il peut y avoir des végétaux qui vont pousser. Donc plus un sol est végétalisé, moins il subit de resuspension. Donc en Auvergne, c'est un phénomène, je pense, inexistant en tout cas, qui n'a jamais été montré, sauf si on va dans des endroits bien spécifiques comme dans des carrières. Et encore, les sols, il faut savoir, en tout cas dans la chaîne des puits, beaucoup des sols sont en fait formés par des particules plutôt grossières, donc pas aussi fines que celles dont on parle. Donc elles vont, même dans une carrière de pouzzolane par exemple, ou dans lesquelles il n'y aura pas beaucoup de particules fines qui seront remises en suspension. Donc c'est vraiment lié, et là, c'est vraiment lié à la végétalisation et donc en fait aux conditions climatiques. Donc il y a des zones du monde dans lesquelles les conditions climatiques font que les sols se végétalisent très très lentement. Et donc cette couche de sol poussiéreux qui peut être facilement remis en suspension survit beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et ça peut être bien sûr à l'échelle de centaines d'années, hein. C'est très... Voilà, c'est très long. Et juste pour continuer sur cette question-là, moi je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais on dit souvent pourtant que les sols autour des volcans sont des sols souvent qui sont plus riches en termes agricoles, qui sont souvent voilà, assez fertiles, alors qu'en fait là on parle beaucoup de la toxicité des sols finalement autour des volcans. Ouais, vas-y. Vas-y, Oui. Lucie, oui. Tu peux y aller si tu... Oui, ça c'est vrai, on parle souvent de sols qui sont extrêmement fertiles parce que du coup ils vont être beaucoup plus riches, de par leur nature en fait, ils vont être beaucoup plus riches en matière organique, ils vont également contenir des métaux, ils vont être plus riches en métaux, dont certains vont du coup jouer le rôle de fertilisants, donc ils vont être vachement très bénéfiques pour l'agriculture et les cultures. Mais à l'inverse, ils vont être enrichis en certains métaux qui vont être bénéfiques pour cela, mais enrichis en autres métaux comme le cadmium qui sont connus pour être cancérigènes ou extrêmement toxiques pour l'organisme. Donc, il va y avoir un double effet. Donc, ça va vraiment dépendre de plusieurs paramètres. Donc, ils sont souvent très fertiles, mais en parallèle, ils peuvent être aussi toxiques pour l'organisme. Ok, merci. Si personne d'autre pose une question, moi j'en ai encore une. On n'a jamais pensé à récupérer tous ces métaux parce qu'il y en a certains qui sont rares et on sait qu'on en manque de plus en plus de ces métaux. Alors, je ne sais pas si ceux-là sont particulièrement utilisés pour des applications lambda, mais est-ce qu'on n'a jamais essayé de les récupérer, je ne sais pas, en les aspirant, je ne sais par quel moyen.
Parce que là, on parle surtout de l'effet négatif, mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à les récupérer pour en faire autre chose? Des téléphones portables par centaines, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si c'est des métaux qui pourraient être Il y a des mines qui sont faites pour récupérer, pour extraire les métaux qui sont présents justement dans les cailloux. En milieu volcanique, il y en a en Équateur, il y en a au Pérou. Si, c'est fait. Après, le problème, c'est que du coup, les mines, on va injecter, c'est également polluant et du coup, ça a également d'autres effets néfastes sur les organismes et sur les populations locales. Donc, si, après, il y a des mines, bien évidemment, c'est déjà fait pour extraire les métaux présents dans les sols. Beaucoup en tout cas pour les métaux, c'est beaucoup des zones volcaniques, ouais, les mines. C'est beaucoup dans des zones volcaniques. Après, c'est vrai que nous, là, on s'intéresse à l'impact sur la santé, mais cela ne veut pas dire que tout environnement volcanique, il y a aussi beaucoup de bénéfices. Et c'est pour ça que l'humain s'est installé en région volcanique dans beaucoup de régions du monde. Et donc, voilà, il faut voir tous les aspects aussi, oui. Et je vais reposer une question aussi, mais du coup, toujours Pauline, sur le sujet justement des conséquences sur la santé, vous travaillez là-dessus, mais en fait, on peut regarder à quelle échéance, quelles sont les données, on a combien d'années de données, est-ce qu'on est déjà en mesure finalement de dire que des volcans, il y en a toujours eu, donc en fait, de fait, ils ont un impact sur la santé et ils sont accélérateurs de certaines pathologies où c'est des travails, c'est assez unique et ça vient de débuter et il n'y a pas justement la donnée d'avant, quoi. Je peux peut-être commencer, puis Lucie, tu termineras parce que donc il y a des travaux, les premiers travaux sur ces questions-là ont commencé dans les années 80. Et il y a peu de données. Donc là, les données dont vous parlez, c'est ce que moi j'appellerais des données épidémiologiques, c'est-à-dire on va mesurer dans des populations qui sont naturellement exposées, est-ce qu'il y a l'émergence de certaines pathologies. Alors, la raison pour laquelle il y a peu de données, c'est que beaucoup de régions du monde dans lesquelles le volcanisme est vraiment intense sont des pays en développement qui n'ont pas forcément énormément de moyens pour mettre en place ce type d'études. Si on regarde bien, bon ça c'est mon interprétation, mais on va voir par exemple l'amiante. Ça a été utilisé pendant des décennies avant qu'on commence à dire ah oui, effectivement, il y a des choses qui se passent, hop, on fait les études, et puis bon, oui, on a démontré qu'il y avait un vrai problème, et bon, maintenant, plus personne n'utilise d'amiante. Mais il a fallu qu'il y ait vraiment on va dire, une sorte de, comment on appelle ça, j'ai perdu le mot, mais bon, il a fallu qu'il y ait un événement, voilà, qu'il y ait un groupe de personnes qui soient malades pour que des études approfondies soient mises en place. Alors, pour l'instant, les données, ce qu'elles montrent, c'est des effets, ce qu'on appelle des effets aigus, c'est-à-dire juste après des éruptions, les gens vont avoir des pathologies respiratoires aiguës, donc des problèmes type bronchite, des crises d'asthme, etc. Ensuite, pour les pathologies plus chroniques, plus à long terme, comme celles dont parlait Lucie, sur les cancers, les maladies neurodégénératives, il y a quelques petites choses qui ont été montrées. Sur les cancers, il y a des choses qui ont été montrées en Italie en particulier. Mais il y a beaucoup moins de données. Donc, c'est aussi pour ça que... Et bon, il faut savoir qu'il y a peu de groupes dans le monde qui s'intéressent vraiment à cette question. Donc, comme je disais, ça a commencé dans les années 80. Mais il y a quelques groupes dans le monde qui s'intéressent à ces questions. Et pour l'instant, la somme de données pour vraiment mettre en évidence des effets est encore un peu faible pour avoir beaucoup, malheureusement, de recul. Mais Lucie peut peut-être... Non, oui, c'est tout à fait d'accord. Je voudrais juste rajouter, mais ça sort peut-être un tout petit peu du cadre de cette discussion où on est vraiment très focalisé sur les particules fines, donc les cendres volcaniques. Mais ce que je voudrais juste rajouter, c'est que la majorité des études donc, se sont focalisées sur l'impact donc, par l'inhalation, en respirant donc, des particules fines, donc inférieures à 10 microns. Et il y a très peu d'études au final, très peu d'études qui se sont intéressées sur les particules un petit peu plus grossières.
qu'on ingère, qui passent par voie orale et qui peuvent également avoir un effet additionnel à l'inhalation de particules. Donc ça, c'est aussi également un autre aspect qui n'a pas encore été regardé et pour lequel on manque aussi d'informations. Voilà. Mais après, comme dit Julia, je pense que voilà, le problème majeur, c'est que la plupart des volcans se trouvent dans les pays en développement où les gens on n'aura pas forcément les données, les maladies ne seront pas forcément recensées et le lien à faire derrière, voilà, on a des études épidémiologiques, mais on a très peu d'études cliniques pour l'instant qui nous permettent réellement de mettre en évidence le lien avec les volcans ou l'effet des particules volcaniques sur la santé et s'il y en a, quel est au final réellement le paramètre interne qui va induire une toxicité. Et donc, c'est tout le but et tout l'enjeu de cette recherche actuelle. Et il y a aussi une variabilité, elle l'a dit Lucie tout à l'heure, une variabilité très importante d'un volcan à l'autre. Donc, c'est pas parce que les cendres émises par tel volcan à La Réunion sont toxiques, je ne sais pas, hein, que celui d'Équateur le sera aussi, en fait. C'est la grande difficulté avec les volcans, c'est qu'à chaque éruption, le cocktail est différent. Donc, il y a un travail de fond à faire pour essayer d'évaluer la variabilité de la toxicité d'un volcan à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une main levée, mais je pense que c'est une personne qui a déjà posé une question. Ouais. Ah, non. Ok. Alors, il y a Willman qui pose une question. Vas-y. On t'écoute, Willman. Faut pas oublier de recliquer sur votre micro pour prendre la main. Ouais. Bonjour, je m'appelle Willman et pour l'instant j'habite à Ibarra en Équateur. Félicitations organisateur de l'événement. Et j'ai une question. Quelles sont les mesures manquantes pour améliorer l'insertion des applications de modélisation des chutes de cendres dans l'aménagement du territoire afin d'avoir une réponse rapide et de réduire les effets du phénomène volcanique? Merci. Alors, tu me dis si j'ai bien compris ta question. Tu nous demandes quelles sont les données manquantes pour pouvoir améliorer la prévision, c'est ça, par exemple, de la dispersion des cendres? D'accord. C'était ça? Ok. C'est ça. Alors, en fait, on va dire que beaucoup de données peuvent être mesurées et le sont aujourd'hui par les observatoires. Donc, par exemple, en Équateur, je pense que vous êtes plutôt pointu maintenant pour savoir, en cas d'éruption, dans quelle direction vont les cendres, dans quelle quantité de cendres se dispersent, jusqu'à quelle distance elles peuvent être transportées. Donc ça, c'est grâce à des mesures que vous allez faire sur, par exemple, la hauteur du panache, de l'échantillonnage plus ou moins rapide après l'éruption, puis surtout des données atmosphériques, des données météorologiques sur la direction du vent, la vitesse du vent. Et c'est vrai que, en tout cas, pour réduire l'impact sur la santé, du moins l'impact respiratoire, des cendres volcaniques sur la santé, la première chose est évidemment d'essayer de protéger les populations en réagissant très rapidement après une éruption pour qu'elles ne soient pas exposées. Donc, soit en restant à l'intérieur de leur maison, en se calfeutrant pendant la durée de passage du panache, soit en portant des masques,
des masques, alors pas des masques chirurgicaux comme on porte en ce moment pour le Covid, mais des masques FFP2, FFP3 qui ont vraiment une capacité de filtration élevée de l'air. Et ensuite, c'est toujours des questions, oui, on va dire, de réactivité, c'est-à-dire à quelle vitesse on peut répondre et donner, enfin, fournir une information sur la direction de dispersion des cendres après une éruption. Et c'est pour ça qu'il faut des réseaux, c'est pour ça que les observatoires ont font des mesures tout le temps, en fait, pour surveiller le phénomène volcanique. Et c'est grâce à ces données-là qu'on peut ensuite réagir rapidement auprès des populations. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, je comprends, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne crois pas. Dans la conversation non plus. Moi, j'ai 2 mains levées, mais il me semble que c'est les personnes, juste des personnes qui ont oublié de baisser la main. Ok. Ok, bon, ben, je crois que si vous n'avez plus de questions, de toute façon, je tiens à rappeler que de toute façon, le quiz va rester en ligne, il me semble, encore quelques temps. Si les personnes souhaitent le faire a posteriori ou souhaitent y revenir pour avoir les informations. Cet enregistrement donc, sera mis en ligne sur le site donc, de Cap 2025. Donc, vous pourrez toujours y revenir et avoir des informations. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à vous d'avoir suivi. Merci d'être venu. Merci. Merci, bye bye.